Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Christian, un très vieil ami. Et je vais suivre les consignes des dames de Dives, c'est-à-dire vous présenter le mieux que je peux Christian et son œuvre. Ensuite, on aura une conversation assez libre sur le livre et vous pouvez intervenir à tout moment si vous avez des questions. On finira cette conversation par une petite lecture que Christian fera d'un de ses derniers livres. Donc voilà, Christian Prigent. Il est né en 1945 à Saint-Brieuc. C'est une ville de Bretagne que vous connaissez. Ça marche ? Oui, une ville de Bretagne que vous connaissez, oui. Et donc, son père a été pendant un moment le maire de Saint-Brieuc et il a bien connu un des amis de son père qui était l'écrivain, tu vois, le nom m'échappe, de Sang Noir. Louis Guillou, voilà. Excusez-moi, j'ai la mémoire qui flanche. Louis Guillou, à qui d'ailleurs il avait montré ses premiers poèmes. Donc Christian a fait ses études à Saint-Brieuc, puis après à Rennes, et très vite il a été passionné par la littérature et en particulier par la poésie. Très vite il a publié des poèmes et après ses études, ou juste après ses études, après avoir soutenu une thèse sur travaux sur Francis Ponge, il a créé une revue en 69 que vous connaissez peut-être, c'était la revue TXT qui a duré pendant une vingtaine d'années jusqu'en 93. Oui, puis il y a eu une interruption et des jeunes poètes canés, Bruno Fern et Tiphaine Garnier, ont repris le flambeau et depuis 2018, la revue reparaît à nouveau. Voilà en gros son circuit. Que dire de plus pour vous le présenter? C'est un écrivain maintenant reconnu. Il a beaucoup publié, à la fois dans le domaine de la poésie, mais aussi dans le domaine de la critique littéraire et surtout de la critique. De la critique. Il a beaucoup écrit sur la peinture, dont ce livre magnifique, je vais me faire son impresario, qui s'appelle La peinture me regarde, qui est un recueil d'articles qu'il a publié sur les peintres, amis ou pas. Il a publié aussi des livres sur des peintres comme Daniel Dezeuze. Mais enfin là, dans ce livre, il y a une approche de tous les peintres qu'il a côtoyés, soit parce qu'ils étaient participants avec lui dans des livres d'artistes, soit parce qu'ils étaient des amis proches. À côté de ça, donc, beaucoup de livres de poésie, et c'est depuis ces dernières années, il s'est adonné à une autre littérature, c'est le roman, dont il a publié 3 livres et dont le 4e va paraître. Le 4e s'appelle Chinot fait poète. Et ça, c'est le dernier paru. Le 4e va paraître au mois de mai. Celui-ci s'appelle Chinot au jardin. Il nous lira sans doute un extrait de ça en fin de parcours. Donc, c'est un écrivain connu qui écrit par définition, mais aussi un écrivain qui traduit, ce qui est plus rare. Il a traduit parce qu'il connaît bien la langue. Il a traduit en allemand. Il est en train de traduire en allemand Arno Schmidt. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain, mais c'est intraduisible pratiquement. Mais il a surtout traduit un poète allemand qui était très peu connu en France. C'est une des rares traductions qui existent. Ernst Jandl. Je ne sais pas si vous connaissez ce poète. Ce sont des tout petits poèmes. Et moi, j'ai découvert Ernst Jandl grâce à sa traduction. Et je ne résiste pas au plaisir de vous en dire 2 poèmes, parce que à chaque fois, ça m'émeut. Le premier, c'est un dialogue. Combien avez-vous d'enfants? Tu te rappelles de celui-là? J'ai 7 enfants. 2 de ma première femme, 2 de ma deuxième femme, 2 de ma troisième femme, et 1 tout rikiki de Bibi. Moi, ça, je peux pas me retenir de rire. Et un autre qui ressemble à un haïku un peu plus grave, surtout quand on atteint notre âge, c'est « La vie s'allonge, s'allonge, s'allonge et diminue en largeur ». Donc voilà, la traduction de Christian, il était associé avec Alain Jadot. J'ajoute que Christian a vécu longtemps à Berlin, donc il maîtrise parfaitement la langue allemande.
Il a traduit aussi un écrivain italien, Carlo Emilio Gadda. Il a traduit beaucoup de latin, dont, comment il s'appelle? Martial, voilà. Et puis il a fait aussi c'est le deuxième volume qui s'appelle des traductions, c'est-à-dire des traductions crades, un peu cradouilles, qui n'ont pas vraiment de bon sens. Je vais vous en lire deux. Pas traduit tout seul, hein. Comment? Non, il n'est pas tout seul. Il est avec Bruno Fern et Tiffaine Garnier, ces deux jeunes écrivains qui ont repris la revue TXT. Donc je vais vous lire, ce qui me fait toujours rire, des traductions qui parlent de Dieu. C'est toujours un peu difficile. Sine die, c'est des expressions latines. Hein. Sine die, Dieu se fait son cinéma. Agnus Dei, Dieu l'a dans le cul. Omnes Deo jubilante, Dieu jouit énormément. Alors celui-là est marrant. Papa est Ciccia. Le pape est radin. Saint-Père viréens. Le pape est viré. Ah oui. Spes messis insemine. L'espèce humaine se fait inséminer. Il y en a beaucoup comme ça. Ah oui. Deus ex machina. Dieu est HS. Profumo di donner, file une clope à Dieu. Dona nobis odie, ne fais pas la bise à Dieu. Et c'est ainsi des traductions qui errent sémantiquement ou phonétiquement. Enfin, c'est assez rigolo. Donc c'est un livre qui vient de paraître et vous pouvez acheter. Que dire de plus? Écrivain, poète, romancier, traducteur, mais je le garde pour la fin, Christian est aussi un cycliste. Les gens qui font du vélo sont mes amis. Et Christian est un vrai cycliste. Ce n'est pas un promeneur urbain avec un costard-cravate qui passe le feu au rouge. Non, non. C'est un vrai cycliste qui sue sang et eau quand il monte les côtes du côté de Saint-Brieuc. Et donc, c'est, parce qu'il est cycliste, un très bon bougre. Donc voilà ce que je voulais dire de Christian. On va maintenant essayer d'engager une conversation sur le livre d'artiste. Alors, avant de parler du livre d'artiste, enfin, avant qu'on parle du livre d'artiste, je pourrais vous rappeler qu'en gros, le livre d'artiste apparaît au cours des années 60-70, en tout cas les livres d'artistes modernes, avec l'apparition des avant-gardes, l'art conceptuel, l'art minimal, le land art, le body art, etc. Et puis en Europe, on peut situer cette naissance du livre d'artiste associant l'écriture et le dessin ou la peinture autour des années 70, en particulier avec les éditions Génération et Gervais Jassot, qui mobilisent les artistes de support surface, Devade, Deuzeuse, Arnal, Valenzy, etc. Donc depuis ces années 70, Christian, comme beaucoup d'autres écrivains ou artistes, ont fait des livres d'artistes, et c'est de ça que nous allons essayer de parler. Donc maintenant, je vais lui poser un certain nombre de questions, mais vous pouvez aussi, bien sûr, lui poser les questions qui vous viennent en tête. Alors, première question. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure que Christian a séjourné à la Villa Médicis de Rome en même temps que Mathias Pérez. Ils étaient à peu près au même moment. Et quand il était à la Villa Médicis, Christian a fondé une petite maison d'édition avec une presse très archaïque qui s'appelait les éditions Muro Torto, puisque les murs qui entouraient la Villa Médicis s'appelaient les murs tordus, le mur tordu. Donc tu peux nous parler un peu, Christian, de cette naissance des éditions Muro Torto? Ah oui, tu as. Alors, est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui? Non? Il faut parler plus fort. Mais parler plus fort, ça va être difficile. Je suis trop loin du micro, peut-être? Je sais pas. Tu veux bien? On peut hausser un peu? Oui, comme ça va mieux? Oui. On parlait d'édition pour la minuscule collection Muro Torto que
dont je me suis occupé d'abord quand j'étais à la Villa Médicis à l'extrême fin des années 70, et puis que j'ai poursuivi un petit peu après. Parler de maison d'édition, c'est un peu exagéré. C'était une très petite collection qui ne publiait que des ouvrages minuscules, à tirage très très limité, fabriqués de la manière la plus pauvrement artisanale qui soit. Voilà. Mais de fait, ces livres ont existé, et puis, bon an, mal an, accumulés, on finit par créer une collection qui peut, toute proportion gardée, ressembler à un catalogue d'éditeurs. Voilà. Bon. Mais en fait, quand je suis arrivé à Rome pour le séjour de 2 ans, qui était le séjour des pensionnaires à cette académie à cette époque-là, c'est-à-dire à la suite de la réforme introduite par André Malraux quand il était le ministre de la Culture du général de Gaulle. Bon, je suis arrivé dans ce lieu prestigieux, bénéficiant de la situation particulièrement privilégiée que supposait ce séjour, mais venant d'un monde qui était celui dans lequel j'avais travaillé en France dans les années qui précédaient, et qui était le monde de ce qu'on a appelé les dernières avant-gardes, c'est-à-dire des artistes, des peintres, et puis surtout des écrivains et des théoriciens de la littérature, qui d'une part étaient des gens hyper politisés, comme vous le savez, c'est-à-dire qui étaient tous des militants de gauche ou d'extrême gauche, qui sortaient des événements de 68, qui étaient pour une bonne part d'entre eux des encartés dans des partis qu'on appelait marxistes-léninistes, maoïstes, etc., qui bâtissaient par ailleurs sur la littérature un discours complexe, hyper théorisé, très, très intellectuel, très abstrait, avec une volonté de scientificité, voilà, qui publiaient des revues dont les unes avaient pignon sur rue, comme la très fameuse revue Telle Quelle. Vous vous souvenez un peu de cette époque, j'imagine, et qui, pour d'autres revues, je veux dire, avaient un mode d'existence marginal. Bref, c'était un monde de... alors, le mot est un petit peu emphatique, mais c'était quand même vécu comme cela. C'était un monde de combat, quoi. C'est-à-dire un mode de combat idéologique, politique, théorique, intellectuel, et à l'intérieur de cela, éventuellement artistique. Je dis ça parce que le contraste avec la situation privilégiée, luxueuse, aristocratique, chargée d'histoire de la ville de Rome dans son ensemble, et de l'institution qu'est l'Académie de France à Rome, à savoir la Villa Médicis d'autre part, contrastait assez violemment avec cela, et que le choc, c'est un trop grand mot aussi, mais la non-coïncidence des deux pouvait être vécue plus ou moins bien, on va dire. Je ne suis pas le seul à avoir vécu cela comme ça, pour des raisons finalement très semblables, bien que dans des contextes historiques et idéologiques complètement différents. Au XIXe siècle, un Berlioz, par exemple, a vécu tout aussi mal son séjour à la Villa Médicis, et Debussy aussi plus tard. Enfin, bon. Beaucoup de gens ont vécu cela de cette façon-là. Ce qui était une façon pas très facile à vivre, parce que ça générait beaucoup de culpabilité, la sensation de ne pas arriver à jouir des conditions de jouissance qu'on vous proposait. Oui, bon. Bref, je ne m'étends pas là-dessus, mais étant dans cette espèce de malaise, disons, j'ai cherché ce que je pouvais bien faire d'autre que de la littérature que je n'arrivais pas à faire à cause du malaise. Et j'ai découvert sur l'enceinte d'Aurélien, le Mont Rotorto, donc, enfin, l'empereur Aurélien, qui borde les jardins de la Villa Médicis, j'ai découvert qu'il y avait une imprimerie. Imprimerie, là aussi, un mot un peu fort. C'était un atelier avec le matériel qu'il fallait pour faire de menus, de petits, de modestes travaux d'imprimerie. Voilà, cet atelier avait servi
parce que la presse dont il disposait était ce qu'on appelle une presse à épreuve, c'est-à-dire on pouvait y tirer des estampes, par exemple, hein. Donc ça avait servi surtout aux plasticiens, aux peintres, hein, aux artistes qui étaient là en tant que pensionnaires peintres. Et puis un écrivain que vous connaissez peut-être, un poète qui s'appelle Gérard Massé, qui est à peu près quelqu'un de ma génération, qui est peut-être un tout petit peu plus âgé que moi, mais à peine, qui publie des choses chez Gallimard, entre autres, à mon avis un très bon poète. Quand il était pensionnaire à la Villa Médicis, 4 ou 5 ans avant moi, s'était servi de cet atelier pour publier 2 ou 3 petits livres. Voilà. Et puis, Massé avait quitté la villa, et l'atelier était depuis en déshérence. Voilà, bon, moi je me suis dit que ça pourrait m'occuper au moins les mains, cette affaire-là. Voilà. Et puis aussi que, ça c'est quelque chose qui m'est cher, enfin bon, je pense que c'est quelque chose qui est cher à bien d'autres artistes, à bien d'autres écrivains, à bien d'autres poètes, que faire moi-même un peu de travail d'imprimerie, ça m'aiderait à comprendre comment ça se passe, quoi, concrètement, matériellement, artisanalement, dans un mélange de modestie et d'ambition exagérée, la confection d'un livre. C'est-à-dire prendre le fait même de l'apparition de la littérature à sa base matérielle. Alors c'était pas mal pour moi parce que, alors je le dis en riant un peu, parce qu'il y a une citation de Marx, donc l'orthodoxie revenait, qui dit, c'est dans l'idéologie allemande, qui dit en substance, je ne vais pas citer exactement, mais le sens vous le percevrez, qui dit en substance que, c'est une question en plus, ce qui est bien parce que ça laisse les choses ouvertes, il dit ceci, les chants, la poésie quoi, si vous voulez, hein, les légendes, c'est-à-dire ce autour de quoi, la mythologie autour de quoi la littérature se fabrique comme littérature, les muses, ce qui est censé être à la source inspirante de l'effort littéraire dans la tradition. Les chants, les légendes, les muses ne disparaissent-ils pas devant le barreau de l'imprimeur? Avec un grand point d'interrogation. Hein. Ce n'est pas une affirmation théorique, Marx, ce n'est pas toujours affirmatif, heureusement. Hein, c'est un questionnement. Mais c'est l'idée que si on touche à quelque chose de la matérialité même de l'opération qui fait qu'un livre se constitue comme livre et est proposé à la lecture ensuite, eh bien tout l'appareil un peu fumigène, un peu exagérément mythologisé de ce qu'on appelle poésie ou ce qu'on appelle plus généralement littérature, en prend un peu un coup dans l'aile. Voilà, hein, ça atterre un peu les choses parce que ça les concrétise, ça les humilie, je dirais, dans un sens proche de la terre, quoi. Voilà. Donc c'était pas mal pour moi parce que le reste de marxisme que j'avais dans la tête se trouvait anecdotiquement par cette opération justifiée. Donc j'ai fait venir de la ville de Rome un imprimeur romain, enfin un ouvrier imprimeur romain, pour qu'il m'explique, parce que c'est pas très compliqué l'imprimerie, mais ça s'invente pas quand même. Et voilà, il est venu, il m'a montré comment il fallait faire pour composer avec des composteurs, comment il fallait ancrer les rouleaux sans mettre trop d'encre ni trop peu, comment il fallait tourner cette presse à bras pour laquelle il fallait des petits bras un peu musclés quand même, parce que c'est bon, voilà. Et puis comment il fallait enfin bref, ce qu'il fallait faire pour pouvoir imprimer décemment quelques feuilles. Voilà. Et il est parti en regardant dédaigneusement la machine et en me disant « È solo un giocatello », c'est rien qu'un jouet. Virgule, bonnes vacances. Voilà. Voilà. Mais bon, donc je ne vais pas vous raconter ma vie là-dessus, mais donc je me suis enfermé dans cet atelier, je ne sortais pas de la journée en fait, et puis j'ai commencé à faire 2-3 petits livres, et puis c'est devenu quelque chose de délicieux parce qu'il y avait des artistes peintres à la Villa Médicis, donc la
La collaboration était toute trouvée pour que ses amis, enfin ceux qui étaient en train de devenir mes amis, Mathias Pérez qui est là par exemple, euh, réalisent des illustrations, on va dire pour faire simple, pour accompagner ces tout petits livres. Donc on faisait des tirages à 50 exemplaires avec 10 exemplaires illustrés. Enfin, on faisait nos petits loisirs créatifs, on va dire, comme on dirait maintenant. Hein. Bon, mais en même temps, c'est plein de conséquences concrètes. C'est-à-dire, par exemple, quand vous imprimez une traduction, un poème traduit, par exemple, dans le rythme qu'impose ce type de composition, à savoir ça prend beaucoup de temps et ça se compose lettre à lettre, les carences d'une traduction apparaissent alors qu'elles n'apparaissent pas dans la lecture cursive et rapide qu'on en fait une fois que la chose est imprimée. Donc ça force à modifier les textes, par exemple. Bon. Par ailleurs, il m'est arrivé d'imprimer des textes de moi par le narcissisme banal des artistes. Mais plus un texte est long, plus les vers d'un poème sont longs, plus il y a de vers, plus le travail est long. Donc on a tendance immédiatement à réduire la voilure, on va dire. Et c'est pas mal pour les textes de se passer d'une capacité d'expansion trop facile. Voilà. Et puis après, j'ai changé un petit peu la façon de faire. J'invitais des amis artistes à Rome, et puis artistes peintres, je veux dire. Enfin, et puis quand ils étaient là, on réalisait un livre avec eux. Voilà, ça fait comme ça. Et puis la chose s'est poursuivie. Enfin, bref, j'ai déjà bavardé beaucoup, et pardonne-moi. Oui, alors je vais reprendre au bon ce que tu dis des artistes et de l'écrivain. Le livre d'artiste né dans le périmètre des avant-gardes était souvent un livre d'artiste vrai, c'est-à-dire sans littérature autour. Et par exemple, Édouard Rouchka, le peintre américain, a publié beaucoup de livres d'artistes qui ne consistaient qu'en une série de photographies, par exemple 25 stations-service, 12 piscines, etc. Il n'y avait pas de texte autour. Alors que Yves Klein avait dit dès le début, quand il avait commencé à faire quelques livres d'artistes, qu'il n'y avait pas de livre sans texte. Donc le livre d'artiste associe presque deux mots antinomiques. Le livre, pour lesquels l'artiste n'a que peu d'intérêt, et l'écrivain qui, pour lui, le but de son travail, c'est vraiment le livre. Donc, dès les années 70 en France et en Europe, on a souvent associé le texte d'un écrivain à l'image d'un dessinateur, d'un peintre, etc. Mais si on réfléchit bien, l'écriture est une graphie au départ, comme le dessin est une autre graphie. Toutes les deux utilisent le même matériau, le même support, etc. Alors, Christian, tu vas essayer de nous dire en quoi le livre d'artiste n'est pas un livre illustré, n'est pas un livre d'images, mais qu'il est né de la coalescence, de la collaboration réciproque d'un écrivain et d'un artiste, étant donné que l'un va forcément profiter de l'autre, la notoriété de l'autre par exemple, ou le fait que l'autre est plus sûr que lui dans ce travail. Comment tu vois, toi, cette collaboration artiste-écrivain ? Voilà, là, il faut faire un petit peu d'histoire, peut-être. Alors, quand on fait de l'histoire, on a toujours la sensation qu'on le fait de façon objective, parce qu'on évoque des événements, les petits événements en l'occurrence, qui ont eu lieu. Mais bon, il est entendu, enfin, c'est moi que vous écoutez parler. Moi, je parle à partir de l'expérience que j'ai eue de ces choses-là, rien d'autre. Ça n'est pas censé avoir un sens objectivable, encore moins scientifique de quelque ordre que ce soit. Donc ça d'un côté. Et puis de l'autre, il faut accepter qu'on vous défrise un peu la chevelure quant à
comment dire, la sympathie a priori, l'amitié a priori, le plaisir a priori qu'on aime avoir en feuilletant des livres d'artistes et en évoquant les livres d'artistes. Parce qu'il y a quand même là-dedans beaucoup de contradictions. Je vais faire vite. Je vais essayer. Voilà. Par exemple, des écrivains de mon genre, quoi, de ma catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont venus des avant-gardes dont je parlais tout à l'heure, ceux dont la perspective d'écriture est, disons, avec tous les guillemets qu'il faut, expérimentale, tous ceux qui, par voie de conséquence, écrivent des textes qui, au bout du compte, sont des textes difficiles, enfin, qu'on a l'habitude de considérer comme difficiles, des textes dont la Vox Populi éditoriale dit volontiers qu'ils sont mal lisibles, voire qu'ils sont carrément illisibles. Bon, ce type de textes-là, qui souvent sont des textes de, guillemets aussi, poésie, mais il faut prendre là le mot poésie dans un sens très large. Bon. En tout cas, le résultat social, j'allais dire, pour ce type d'auteur, et ce n'est pas propre à la modernité récente, hein, c'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin, le résultat social, c'est que ce type d'écrivain-là éprouve les difficultés les plus grandes avec le monde de l'édition traditionnelle. Concrètement, ça veut dire que ces écrivains-là ont beaucoup de mal à ce que leurs livres paraissent. À ce que leurs livres paraissent dans les circuits de l'édition, on va dire, classique, courante. Voilà. Ça n'est plus mon cas maintenant parce que je publie des livres chez POL depuis 25 ou 30 ans, mais il faut quand même que vous sachiez que pour que ce type de publication soit pour moi, comme pour un écrivain de ce type possible, il faut des années de bagarre, de bataille, de lutte, de conflits, de dépression aussi, et de choses qui sont violentes. Voilà. C'est pas un monde de bisounours du tout, ce monde-là. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que pour ce type d'écrivain, dans ce type de contexte, avec ce type de projet, le rapport à l'édition est par essence un rapport problématique, c'est-à-dire un rapport de combat. Et que il y a deux solutions pour la publication. C'est un, l'auto-édition. Hein, l'auto-édition n'est pas seulement le fait d'écrivains disons de piètre qualité, qui n'ont pas d'autre choix que l'auto-édition pour publier leurs livres, ça existe, hein, bien sûr. Mais il y a de nombreux exemples historiques fameux. Ça peut être une solution trouvée par des écrivains pour ne pas avoir à se bagarrer de façon déprimante et usante avec l'édition. Donc on publie soi-même ses textes. Voilà. Il y a des exemples majestueux dans ce domaine, hein, et pas seulement des écrivains bizarres et marginaux. Proust, par exemple. Bon, voilà. Voilà. Donc il y a cette solution-là qui est pratiquée, encore une fois avec beaucoup d'exemples intéressants, qu'il est peut-être d'autant plus aujourd'hui que les procédures de fabrication de livres par les procédés informatiques rendent la fabrication en question beaucoup plus facile, simple, peu coûteuse qu'elle ne l'était quand j'étais jeune, moi par exemple. Hein, voilà. Et puis, deuxième solution, et c'est là que je reviens sur ce qu'on était en train de dire. Deuxième solution, la publication chez des éditeurs qu'on dit, alors je mets là aussi beaucoup de guillemets, petits, qui sont très souvent des éditeurs, toujours des guillemets, de poésie, de livres à tirage limité, généralement plutôt minces, et qui sont accompagnés par le travail d'un peintre ou d'un graveur ou d'un peu importe, et qui deviennent donc des livres d'artistes. Ce qui provoque une transmutation qui est intéressante parce que on passe tout d'un coup d'un objet, le livre, dont la qualité principale est la discrétion formelle, voilà, c'est-à-dire l'édition courante, à un autre type qui est toujours un livre,
mais qui n'est plus perçu seulement, voire plus d'abord comme un livre, mais comme un objet d'art. Dès l'instant où ce passage a eu lieu, c'est-à-dire le passage vers le livre identifié à un objet d'art, l'élément du livre qui devient premier, c'est sa dimension plastique, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui se trouve dans le livre comme œuvre d'art, un dessin, une gravure, ou plusieurs gravures, ou des peintures originales, enfin, tout ce qu'on veut, enfin pas tout ce qu'on veut, mais un certain nombre de choses différentes. Et puis comment dire, le livre lui-même dans sa matérialité, duquel deviennent importantes les éléments matériels, savoir quel type de papier, quel type de format, quel type de typographie, quel type d'ancrage, enfin, tout ce qui fait que une valeur s'identifie à un objet. Dès l'instant où ce processus a eu lieu, que le livre est devenu un objet d'art, qu'en tant qu'objet d'art, il s'identifie à une valeur. La valeur en question est déterminée principalement par la cotation, non pas de l'écrivain, qui n'en a aucune, non pas du poète, qui n'en a aucune, qui n'en aura jamais, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit son importance, même dans l'histoire en train de se constituer d'un patrimoine. Mais elle est la valeur de la cotation de l'artiste. Voilà. Ce que vaut le livre est ce que vaut l'artiste. Et non pas ce que vaut le livre et ce que vaut le texte. Voilà. Et donc, alors s'ensuivent évidemment tous les processus que je ne décris pas, que vous connaissez comme moi, de spéculation éventuelle sur cette cotation, sur cette valeur, l'échange marchand, la bibliophilie et l'entrée, donc, c'est là que je voulais en venir après ce long détour, pardonnez-moi, l'entrée donc de ce type de texte dans le registre de la spéculation marchande, c'est-à-dire dans le registre d'une forme très particulière de circulation des œuvres d'art dans le type de société où les œuvres d'art sont l'objet de spéculation marchande, c'est-à-dire le type de société que les écrivains en question font profession par ailleurs de récuser et de combattre pense-t-il en tout cas, veulent-ils en tout cas, dans le type de texte qu'ils écrivent et le type de rôle qu'ils assignent à l'écriture de ce type de texte, dans le monde des avant-gardes par exemple. Et on se retrouve devant un paradoxe effrayant, enfin assez effrayant, mais que j'ai vécu comme effrayant, bon, c'est un peu loin de moi maintenant, mais que j'ai vécu plutôt comme une culpabilité. C'est-à-dire, on passe son temps à dire que la société marchande, etc., etc., c'est vraiment ceux qu'il faut mettre à bas, ce à quoi il ne faut rien concéder. Et puis, pour exister comme artiste, on est forcé paradoxalement à choisir le mode de publication qui est le plus conforme à la logique de cette circulation marchande, de cette spéculation, etc. Ça m'énerve encore, par exemple, quand je vois passer sur des sites de vente des ouvrages que j'ai publiés de mes petites mains industrieuses dans les années 70, qui étaient des objets délibérément pauvres, fabriqués selon des techniques misérables, voilà, et qui atteignent aujourd'hui dans les ventes des prix qui sont à des niveaux tels que je ne pourrais pas, moi, me les offrir. Voilà. Bon, ça m'énerve pas plus que ça, mais ça défrise quand même un petit peu, quoi. Voilà. Donc il y a ce paradoxe-là qu'il faut penser quand même quand on s'intéresse à la question du livre d'artiste. C'est pas rien du point de vue de ce que tout cela peut signifier. Juste une petite anecdote comme cela pour que peut-être vous voyez plus concrètement ce que je veux vous dire. Dans les années, fin des années 45, 48, 49, Antonin Artaud,
pas rien. Hein. Bon. Bon, voilà. C'est comme si je disais Victor Hugo ou je sais pas quoi, moi, ou Virgile. Dans un autre registre, vous me direz, mais bon, je parle du poids quoi, de l'œuvre. Qui, à cette date-là, il est rentré de Rodez, il n'est pas très en forme, mais c'est quand même c'est un écrivain connu, enfin, au moins par ses pairs. Dans le monde de l'édition, c'est même une espèce de star, fuligineuse, mais une star. Il cherche à publier un livre. Dans mon souvenir, il s'agit du livre sur les Tarahumaras, le livre sur le Mexique. Là. Et il trouve par les circulations de ces réseaux d'amitié à l'époque, de quelques ex-surréalistes, etc., il trouve un éditeur qui est Marc Barbeza, l'éditeur de l'Arbalète. Formidable éditeur. Hein. La collection L'Arbalète, comme vous le savez sans doute, a été reprise par Gallimard quelques temps après. Et Barbeza, c'est pas une pierre dans le jardin de M. Barbeza, qui était un excellent éditeur, mais c'est un signe de l'époque. Barbeza lui dit, Monsieur Artaud, bien sûr, mais bon, ce qui serait bien, c'est que vous ayez, pour que je puisse rentabiliser cette édition, un dessin de Picasso. Voilà. Et ça se fait pas, parce que ça se fait pas avec Picasso, parce que ça se fait pas, je ne sais plus pour quelle raison, mais ça veut dire que pour que Artaud puisse publier un texte en 1948, il faut qu'il ait un dessin de Picasso, parce que c'est le dessin de Picasso qui va payer l'édition, si vous voulez. Voilà, c'est une illustration un peu presque caricaturale, tellement elle est entre le scandale de ce que j'essayais de vous dire. Et puis encore un dernier point, mais après je vais arrêter, parce qu'on va passer l'heure en... de la même façon qu'il y a l'espèce de contradiction que j'essaie de signaler, là, il y en a une autre aussi, c'est que livre d'artiste, on va faire vite, égale tirage limité. Donc déjà, tirage limité, ça veut dire tirage réservé, c'est-à-dire on réserve d'emblée la possibilité d'un public. Tirage réservé, 1. Tirage de luxe, 2. Le mot luxe suffit, je ne commande pas. Avec les effets de spéculation que cela entraîne. Voilà, bon. Et puis, matériaux, lui-même, luxueux, riche, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands papiers. Vous savez, bon, il y a des tirages un peu ordinaires sur des papiers qui déjà ne le sont pas. Hein, bon, ordinaires, je veux dire. Et puis, il y a des tirages de luxe sur des papiers plus ou moins prestigieux, des papiers chiffons, des papiers ceci, des papiers cela, fabriqués par des moulins quelque part en Charente ou ailleurs. Et la qualité luxueuse, hein, c'est luxueux comme il y a un luxe dans la mode. Hein, bon, voilà, la qualité de ces papiers fonde aussi la valeur de l'objet livre. Et tout cela, comment dire, idéologiquement, symboliquement, se concrétise autour du mot luxe, élitisme, réservation à ceux qui peuvent, pour des raisons financières entre autres, avoir accès à ces livres, que d'ailleurs souvent ils ne lisent pas. Hein. Il y a des bibliophiles qui ne découpent pas les livres parce que les découper en réduit la valeur. Hein. Bon, insertion dans les ouvrages de documents annexes divers, manuscrits, etc. Enfin, truffage des livres qui augmente la valeur, etc. Bon. Cela aussi, c'est quelque chose qui peut faire réfléchir, qui peut même rebuter. Voilà. Et du coup, dans l'histoire du livre d'artiste, dans l'histoire de la collaboration dans des livres entre des écrivains et des artistes plasticiens, il y a des exemples de fabrication de livres indéniablement d'artistes, mais qui se font un plaisir dont je ne sais pas s'il faut l'appeler malin, mais qui cherchent en tout cas à contourner la difficulté, que pose le petit paradoxe que je signale. Voilà. Par exemple,
par exemple. Et ça, c'est quelque chose de, à mon sens, hein, de violemment émouvant quand on voit ces livres. On ne peut plus guère les manipuler parce qu'ils sont tellement fragiles qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Mais quand on voit ce type de livres dans des expositions, par exemple, ce qui s'est tenté dans la Russie soviétique des années de l'immédiate après-révolution, en 1918, 1919, 1920, à Vitebsk, dans les ateliers de Chagall, et à Moscou, avec des textes des écrivains du futurisme russe de l'époque, c'est-à-dire les Mayakovsky, les Khlebnikov, les Kaminsky, etc. Et des artistes qui, déjà fort connus à l'époque, mais qui depuis sont devenus des espèces de figures de panthéon, Malevich, Lissitsky, ces gens-là, qui ont fait des livres ensemble, mais qui ont fait des livres ensemble alors l'époque les y contraignait un peu, mais pas seulement, qui ont fait des livres ensemble en faisant des livres d'artistes pauvres, c'est-à-dire dont la pauvreté de présentation, dont la pauvreté de réalisation technique, dont la pauvreté à tous les sens de ce mot, quand elle désigne les expériences matérielles, qui ont fait des livres délibérément minuscules, sur des papiers qui n'ont de papier même à peine, qui sont à peine des papiers, voilà, et avec des techniques de reproduction qui sont les plus élémentaires qu'il était possible de trouver à l'époque, où on savait ce que c'était qu'une presse, hein, et qu'on pouvait faire. Donc ils faisaient des livres, par exemple, avec ceux qui ont été dans l'enseignement s'en souviennent, c'était même pas des Ronéo, hein, c'était les machines qu'on appelait à alcool, hein, qui imprimaient dans une encre violette bien palichonne qui faisait hurler les yeux des élèves. Voilà, bon. En deux couleurs possibles, une espèce de rosâtre et une espèce de bleuâtre. Bon, vous vous souvenez de ça, hein, toute une histoire. Donc, et qui faisait des livres de cette façon-là. En Russie, ça s'appelait des hectogrammes, parce qu'on pouvait tirer 100 exemplaires. À partir du centième exemplaire, la matrice était un peu capoute, donc ça ne fonctionnait plus. Donc il y a des réalisations, Malevich, Khlebnikov, etc., qui sont indéniablement des livres d'artistes. Il y a un artiste et un écrivain. Le tirage, pour les raisons qu'on vient de dire, est quand même limité à 100 exemplaires maximum, etc. Mais qui arborent avec toute la fierté, à la fois morale et idéologique dont l'époque était capable, les conditions d'une pauvreté assumée, voire déclarée, provocante. Bon, au musée Mayakovsky à Moscou, il y a ça dans des vitrines. Bon, on en pleure des mois, hein, voilà. Oui, je vais te poser une dernière question, Christian. Moi, je suis aussi effaré par cette espèce de spéculation qu'il y a sur le livre d'artiste, parce qu'il ne valait pas un clou. C'était même pour les gens une façon d'avoir une œuvre d'artiste à bas prix. Et comme toi, je suis donc effaré par le cours des ventes de ces livres. J'ai vu l'autre jour un livre de Marcel Brodars qui était vendu, à l'époque ce n'était pas des euros, mais ça équivalait à 2, 3, 5 euros, qui atteignait 10 000 euros. Alors on ne comprend plus rien à la destinée de ces livres d'artistes qui n'étaient surtout pas faits pour entrer dans le circuit financier à leur encours. Une dernière question, simplement pour te dire, puisque tu as montré l'importance de ta collaboration avec des artistes plasticiens, est-ce que tu pourrais nous donner en gros la liste des artistes avec lesquels tu as collaboré, lesquels sont devenus pour certains des artistes très cotés aujourd'hui? Tu pourrais nous dire avec qui tu as travaillé? Il y a un certain Philippe Boutibonne déjà. Oui, ben non, lui, il compte pas, il n'est rien, lui. Non, je ne parle pas de Philippe Boutibonne. À tout seigneur, tout honneur. Voilà. Alors du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Ah oui, oui. Eh ben, je ne vais pas vous donner une liste de noms comme ça n'a pas de sens, mais quand même, enfin, pour rappeler ça, je parlais de cette période avant-gardiste. Je ne sais pas que je l'héroïse, cette période, mais bon, pour un écrivain, vous savez, ces années d'enfance, enfin d'enfance d'écrivain,
c'est comme toutes les années d'enfance pour un être humain. C'est bon, c'est le moment de l'épiphanie, quoi. Donc on en reste proche. Mais dans le milieu des avant-gardes auxquels j'étais un participant modeste en tant qu'écrivain et en tant que directeur de cette revue, il y avait d'un côté des écrivains, enfin les écrivains encore une fois de la revue telle quelle, voilà, bon. Et il y avait des peintres, enfin des peintres, des plasticiens comme on dirait maintenant. Nommément les peintres qui ont constitué de façon très très éphémère pendant 2 ans à l'extrême fin des années 60 le groupe dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelait Support Surface, dont les artistes les plus connus maintenant sont Claude Viala, hein, le haricot, hein, voilà. Daniel Dezeuze et quelques autres qui sont devenus moins connus, moins célèbres, mais là, c'est pas forcément lié à la qualité des œuvres, hein, c'est lié à l'histoire, au travers du marché, etc. Bon. Ces artistes-là faisaient partie de ce mouvement d'avant-garde, c'est-à-dire qu'ils pensaient les choses de la politique, les choses de la réalité sociale, les choses de la philosophie, les choses de l'idéologie, les choses du militantisme aussi, éventuellement, et les choses du questionnement artistique dans des termes qui étaient les mêmes que ceux dans lesquels les posaient les écrivains dont je faisais partie. Voilà. Donc moi j'ai rencontré ces artistes sur cette base-là, c'est-à-dire on était dans un univers intellectuel commun, on va dire, hein, intellectuel, philosophique, politique, voilà. Les uns travaillaient dans le bricolage avec les mots, et puis les autres bricolaient avec leurs outils et leurs matériaux de peintre. Voilà. Et ils faisaient des œuvres qui étaient des œuvres, on va dire, à caractère analytique, c'est-à-dire qui étaient plutôt une espèce de mise en scène d'une réflexion sur l'histoire de la peinture que des œuvres du type qu'on assimile plus banalement à des œuvres, à savoir des œuvres qui expriment quelque chose d'une vision comme ça du paysage extérieur ou du paysage intérieur qu'on cherche à exprimer. Hein. Bon, c'était des œuvres à caractère très intellectualisé, voilà. Ce qui ne leur empêchait pas d'avoir une grande force plastique, et c'est cette force plastique qui a fait que ces œuvres ont eu un destin, c'est-à-dire ont tenu dans le temps. Voilà. Donc moi, c'était un peu comme pour l'imprimerie, je me demandais pourquoi ils faisaient ça et comment ils le faisaient. Donc du temps qu'on s'est rencontrés, Philippe et moi, je faisais un peu de peinture, mais c'était faire de la peinture pour comprendre comment faisaient et pourquoi faisaient les peintres qui m'intéressaient et qui me rendaient perplexe, hein, avec l'idée qu'il n'y a que la perplexité qui puisse vous faire penser. Donc, enfin, ainsi de suite, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à écrire des choses sur ces peintres qui avaient pour but d'essayer de mettre au clair dans ma tête les raisons pour lesquelles ces peintres m'intéressaient, comprendre ce que... Enfin bref, pas plus que ça. Hein. Bon. Mais bon, c'est comme ça qu'on se met à écrire sur la peinture. Et puis assez vite, ces peintres sont devenus des amis, les uns très très proches, les autres moins proches, parce que dans ce monde-là, c'est l'amitié pour les œuvres qui entraîne l'amitié pour les personnes, et pas l'inverse. Et quand, pour des raisons dont on parlait tout à l'heure, j'ai été amené à faire quelques livres d'artistes, c'est spontanément avec ces artistes-là que j'ai travaillé. Donc Claude Viala, donc Daniel Dezeuze, donc Philippe, et puis quelques autres de génération plus jeune avec lesquels, pour des raisons semblables, je suis devenu ami et avec qui le goût de faire des livres s'imposait naturellement. Voilà. Oui, merci. Christian est écrivain, donc, et vous avez sans doute envie de l'entendre parler de sa propre œuvre. Alors, il ne va pas le faire parce qu'elle est très vaste et ça serait compliqué pour lui de nous parler à la fois de son écriture poétique, de ses romans, de ses analyses critiques de la peinture ou de la littérature. Donc le plus simple pour l'entendre, c'est de l'entendre, donc lire un extrait d'un de ses derniers livres.
Alors, tu veux bien nous lire quelques pages, s'il te plaît? Avant, il y a peut-être quelqu'un a une question, je ne sais Oui, pas, parce qu'on n'a pas laissé la parole du tout à... oui, On ne vous a pas laissé la parole du tout, peut-être que vous voulez demander ceci ou cela. Vous vous méfiez, hein, vous savez que ça va prendre 10 minutes après. non, c'est parce que les gens sont timides. Non, bon. La personne qui s'occupe du livre pauvre, c'est ça? Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai fait un livre pauvre avec lui, peut-être deux même. Enfin, avec lui, dans sa maison. C'était avec le peintre Serge Lunal, si je me rappelle bien. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne le connais pas personnellement du tout. Non. Oui, oui. Sans doute, oui. Sans doute, oui. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus. Oui, oui, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, bah, très bien. Non? Ah ouais, mais j'étais jeune à ce moment-là, donc voilà. Si, de temps en temps, pas avec moins de puissance sans doute, parce que c'est comme le vélo, hein, il y a un moment on réduit le nombre de kilomètres et la moyenne, mais si, ça m'arrive encore, mais c'est vrai, moins fréquemment. C'est pas tellement par rapport à la fatigue, mais enfin physique, je veux dire encore que, mais à la fatigue morale, c'est-à-dire moins envie, quoi, parce que vous savez, toujours pareil, les performances, c'était aussi un mode de publication, enfin, au sens strict du mot publication, en contact avec un public, à un certain moment de ma vie, et pour des raisons finalement pas très différentes des raisons que je disais à propos de la publication des livres d'artistes. Puis après, bon, comme je suis un peu maniaque de la compréhension, j'ai essayé de théoriser aussi un peu ce qui se passait, et donc c'est devenu une question intéressante pour moi, en soi, la question de la performance. Et donc là, bon, comme j'étais pas mal invité un peu partout en France et dans le monde, j'en ai fait beaucoup de performances. Mais au bout d'un moment, l'enjeu de compréhension de ce qui vous intéresse vous-même, ouais, c'est pas par rapport à un public du tout, hein. L'enjeu de la compréhension, l'enjeu de l'expérience, ça fadit par la répétition simplement. Donc on a moins envie. Mais bon, ça m'arrive encore, oui, un peu. Ouais. Bah alors justement, bravo, merci pour la question. Alors là, on est parti pour deux heures, hein, parce que c'est un peu comme le livre d'artiste, hein. Bah, on va dire simplement une lecture mise en voix, quoi, disons, orale, d'un texte préalablement écrit, euh, qui, comment dire, alors ça va être un démesurement ambitieux, mais c'est pour faire vite, même si ça a l'air vaniteux, vous m'en voudrez pas. Il a l'ambition de faire que la lecture soit un objet d'art en soi. C'est-à-dire que les conditions qu'elle mobilise, à savoir, un, c'est oralisé, donc c'est voix haute. Deux, ça obéit à un rythme particulier qui est celui de l'oral, lequel n'est pas celui de l'écrit. Trois, qui tient compte du fait qu'un langage, c'est pas seulement quelque chose qui transmet une articulation de signification, mais c'est aussi quelque chose qui fait du bruit, on va dire, et qui suppose une cadence, qui suppose une régulation des respirations, ainsi de suite. C'est-à-dire qui fait que la langue a une matérialité et que si oralement on se pose parce qu'on vous l'a demandé ou parce que vous avez proposé vous-même à vous-même de le faire, si on se pose dans la situation de lire oralement un texte, on est placé devant ce défi-là. Voilà. Non, rien à voir. Déjà parce que on lit son propre texte. C'est-à-dire, on a comme... non, mais vous avez raison de parler de l'acteur. Je vous renvoie comme ça, c'est discourtois, excusez-moi. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Si, on a affaire avec son propre texte. C'est-à-dire, on est placé devant cette autre forme du même défi qui est de faire que celui qui est en face percevra non pas ce que le texte veut dire, parce qu'une lecture passe toujours trop vite, voilà, mais comment il a été fait, hein, selon quelle modalité formelle il a été engendré, composé, produit, enfin,
tout adjectif que vous voudrez employer par rapport à ça. Voilà, faire sentir l'apparition d'une forme. Voilà. Je ne devrais pas dire ça parce qu'après, quand on lit après avoir dit ça, on est placé dans... C'est un peu comme avec la charpente au-dessus, qu'on est un peu écrabouillé par l'enjeu. Ouais. Ouais, c'est votre faute. Hein, voilà, d'accord. Comment je vais faire? Parce qu'il faut que je tienne le micro. Ouais. Tiens, je tiens le micro déjà. Alors, 5 minutes, ça vous va? D'habitude, je préfère avoir un micro posé parce que bon, ça va aller. Ouais. Non, parce que ça fait de l'ombre sur le micro. C'est la feuille. Non. Il va pas me laisser tranquille. Voilà. Alors, bref. Je vais vous lire, ça fera 5 petites minutes, un petit fragment du livre dont Philippe parlait, qui est paru chez POL il y a 2 ans maintenant, presque, pratiquement 2 ans, ouais. Ça fait partie d'un cycle dont le personnage principal s'appelle Chino. C'est un garçon, enfin, son âge évolue entre une dizaine d'années et puis jusqu'à l'adolescence, on va dire, voilà. Chino, dans la région d'où je viens, c'est un diminutif de Fanch, qui est le mot breton pour dire François. Voilà. Parce qu'à l'origine, c'est parti d'un travail sur les tableaux de Goya. Vous savez, le prénom de Goya, c'était Francisco, c'est François. Donc ça, c'est Chino. On va situer ça quand même une dizaine d'années, 1955. Ouais, à mon âge, en 1955. Chino, c'est l'enfant modèle du boom, l'enfant exemplaire du take-off, l'enfant accouché sans douleur, sauf pour lui, l'enfant ras les fesses de l'insémination, l'enfant moderne de la croissance à fort pourcent, l'enfant de la reconstruction, l'enfant du monde redécollé, enhardi, lapineur, expansif, investisseur et productif. L'enfant qui galoche au bord des glorieuses, l'enfant du confort du nid petit à petit fait par le crédit, l'enfant par les allocs remis à l'honneur, l'enfant du docteur Spock et de Jeannette Vermersch, l'enfant du PNB qui monte en douce sans rien lui dire, l'enfant héroïque du super mortel Leclerc et de la déesse 19 du marché, l'enfant de Monsieur Tergal et de Madame Plastique, l'enfant amoureux de Caprice des dieux, l'enfant à flot lessivé d'homo, l'enfant qui prend d'assaut en zinc le mur du son, l'enfant star motivé de bébés en locaux à 330 à l'heure, l'enfant du zoom et du disjoncteur, l'enfant de la cocotte minute, l'enfant qui ne moue plus car ça moue tout seul à 110 volts le café et l'électricité. Certes, l'enfant du pesticide qui s'amène en puant et du désherbant imminent, mais l'enfant encore témoin du vol des hannetons, l'enfant qui a de ses yeux vu le cheval utile au boueux, au corbillard et au carrier, l'enfant contemporain du dernier Dorifort, l'enfant qui n'ignorait ni le lampire au cul luisant, ni le triton marbré des mares, l'enfant des patates d'avant le milieu, l'enfant qui eut la gale et des poux, et l'enfant tout saillon, l'enfant coquelucheux, l'enfant primo-infecté, l'enfant eczémateux, l'enfant au dartre, l'enfant au cloque, l'enfant boutonneux, l'enfant ponctué d'un pétigot, l'enfant à clous au genou, l'enfant globalement par va savoir quoi d'avant BCG, DTT, puis DTP résiduellement contaminé. De même, l'enfant éternellement et par tous les temps enfant. L'enfant bouille de crachat, jaune d'œuf au menton, non mouché de morve, miam miam les chandelles, vissé au nu par ses épis, tire-bouchonneux des chausses, boueux du bas, goûteux du haut, noué au milieu. L'enfant à jamais marbré, rikiki, gercé au roux-doudou, bleu d'oignon et soufflé d'asthme.
l'enfant chassieux, au beurre noir, écorché, spiralé du dos, stropia. L'enfant crispé du fifrelot, l'enfant cuit sans baguette, l'enfant tibia de flûte, l'enfant peu en viande, l'enfant sans de clous. Et l'enfant mort de trouille d'être apparu vif, l'enfant exterminé dès que né, l'enfant sorti mal cuit, l'enfant pour tout prématuré, l'enfant aux pensées sans cesse emmerdé par toute la maisonnée, l'enfant rembarré, l'enfant à vif, l'enfant surchauffé des joues, l'enfant glacé des extrémités, l'enfant mélancoliqueux, l'enfant quoi? L'enfant à couillat, l'enfant braineux du froc, l'enfant décollé de soi-même par les oreilles, l'enfant brasseur de vent, l'enfant migrateur sur place, l'enfant collé par la plante aux bouses, l'enfant qui court à don face à perte, l'enfant jamais vu par autrui qu'en flou, l'enfant transparent aux accusations, l'enfant hué par lui-même, l'enfant putain de soi, l'enfant solté par soi-même à tous, l'enfant trafiqueur de rien et échangeur de tout, l'enfant bout de ficelle, l'enfant vissé boulon, l'enfant aux allumettes, l'enfant mégot dans les poches, l'enfant caramel mou, l'enfant qu'on colle au basque, l'enfant les chiens au cul, l'enfant pétoché par le cheval dentu, l'enfant au mollet spécialement visé par le bec des jarres, l'enfant que quiconque oint de bave en premier, l'enfant sur qui préfère gicler la crotte des poules et la gadoue du caniveau, l'enfant macéré au jus de lombric et de l'escargot, l'enfant léché au slip sans arrêt par toute flore ou faune qu'il frôle, l'enfant du sabbat des lutins, l'enfant grillé au feu follet, l'enfant du méthane fui du cul des vaches, l'enfant des gaz et des patouilles, l'enfant exhalé, expiré, soufflé, évaporé, l'enfant qui roule à fond les ballons, vers où et quand il ne sera plus enfant, sans se demander si tant pis ou tant mieux. Merci, merci, cher Christian. Et puis, merci pour tout ce que tu nous as dit. Eh bien, je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée.